Mon fils m'a levé la main dans ma propre cuisine et je n'ai pas dit un mot. Mais le lendemain matin, quand il est descendu en pensant que son irrespect était resté impuni, il s'est figé de terreur en voyant qui était assis à ma table. J'étais en bout de table, lissant la nappe de dentelle. Quand Julien est entré avec son air de propriétaire du monde, il n'a même pas remarqué ma lèvre enflée. Il a attrapé un petit pain et a commencé à parler de comment les choses allaient changer dans cette maison. Mais les mots se sont coincés quand la chaise à côté de moi a bougé. Son visage est devenu gris comme s'il voyait un fantôme. Le petit pain lui est tombé des mains et s'est émietté sur le sol. À cet instant, il a compris que mon silence n'était pas de la peur, mais une sentence. Je m'appelle Léo Torres. J'ai 68 ans. Je suis veuf et je vis dans un vieux quartier d'une ville portuaire du sud de la France. Une de ces maisons anciennes, aux balcons de bois et aux platanes centenaires. J'ai toujours été un homme tranquille. J'ai élevé seul mon fils Julien, après que ma femme Rosa a été emportée par un infarctus. Elle travaillait au port. Elle est morte à 48 ans, en pleine force. J'ai travaillé comme je pouvais. Petit boulot, réparation, couture, pour que Julien ne manque de rien, pour qu'il ait une vie meilleure. Mais il y a 6 heures, j'ai découvert que je dormais avec l'ennemi sous mon toit. L'homme que j'avais élevé était devenu mon bourreau. Tout s'est brisé vers 3 heures du matin. J'étais dans la cuisine, dans mon vieux fauteuil à bascule, écoutant un hymne à la radio. Dehors, il pleuvait. Le bruit de la clé raclant la serrure m'a fait sursauter, un bruit agressif, violent. Julien est entré en titubant, sentant le bourbon et la cigarette. Il a jeté ses clés sur la table de l'entrée. Un craquement sec, mon vase de grand-mère, celui d'Andalousie. Il n'a même pas tourné la tête. Dans la cuisine, quand il m'a vu, sa rage a gonflé. Il criait que tout était de ma faute, que sa vie était un désastre parce que je me souciais plus de mes bibelots que de lui. Je me suis levé lentement et lui ai dit « Fils, va te coucher. Tu ne vas pas bien. » Cette phrase a été le détonateur. Il s'est jeté sur moi, un homme de 41 ans contre son père de 68 ans. Il m'a attrapé par les bras et m'a secoué si fort que mes dents se décrochaient. Ma tête partait d'avant en arrière comme une poupée de chiffon. Puis il m'a lancé. Mes pieds ont quitté le sol. Je me suis écrasé contre le buffet de la vaisselle. Le bois m'a frappé le dos. Ma tête a heurté la vitre. Explosion de lumière blanche. Du sang coulait dans mon cou. Alors que j'essayais de reprendre mon souffle, il s'est approché et il m'a giflé. Une gifle. Ce geste d'humiliation ultime. Le coup a résonné. Ma joue a pris feu. Ma lèvre s'est ouverte contre mes dents. Je n'ai pas crié. Je suis resté recroquevillé sur le sol, à regarder cet étranger qui portait le visage de mon fils. Il a soufflé, s'est retourné et a monté les escaliers, me laissant saigner sur le carrelage. Le silence après le claquement de sa porte était le plus lourd que j'ai jamais entendu. Un silence épais, chargé de violence et de trahison. Le silence de quelque chose d'irréparable. Je suis resté sur le sol longtemps. Je regardais les poutres que Rosa avait repeintes. Les larmes coulaient et se mélangeaient au sang de ma lèvre. Puis je me suis traîné jusqu'aux toilettes du couloir. Dans le miroir, l'homme qui me regardait était méconnaissable. Lèvres fendues et gonflées, sang séché, joues rouges vifs avec les marques de 5 doigts virant au violet, l'œil entouré d'une enflure. J'ai ouvert le robinet. L'eau glacée a ravivé la douleur, mais m'a réveillé. Elle a emporté le sang, les larmes et la peur. Dans ce miroir, je n'ai pas vu une victime. J'ai vu Léo Torres, l'homme qui avait survécu à la mort de Rosa, qui avait élevé seul un enfant, qui avait travaillé jusqu'à l'épuisement. Cet homme avait survécu à trop de choses pour se laisser détruire. J'ai décidé là que ce serait la dernière fois que j'aurais peur dans ma propre maison. Je suis retourné dans la cuisine et j'ai nettoyé le sang. Chaque goutte effacée était une page de ma vie d'avant, la vie où j'acceptais l'inacceptable. Au lieu d'aller pleurer dans mon lit, j'ai commencé à cuisiner. J'ai sorti la farine, le beurre, la levure et les plaques antiadhésives que Pilar m'avait envoyées. « Tu vas faire les meilleurs petits pains de ta vie », m'avait-elle dit. Elle ne savait pas à quel point c'était vrai. Pendant que mon fils ronflait en haut, j'ai fait des douzaines de petits pains. Chaque fois que je pétrissais,
Je pensais à ce que je devais faire. À chaque fournée dorée, mon plan devenait plus clair. Je n'allais pas me battre à coups de cris. J'allais utiliser le langage du respect et de la loi. Vers 6 heures, j'ai mis la table comme pour Noël. La nappe de dentelle de grand-mère, la vaisselle fine de mon mariage, les couverts en argent. 4 couverts, moi, Madame Béatrice, l'inspecteur Daniel et Julien. Café fraîchement moulu, confiture de pêche, petit pain doré. Tout était parfait. À 7h30, j'étais prêt pour la bataille. Entre 2 fournées, j'avais passé 3 appels qui allaient tout changer. À 4h30, j'ai appelé Madame Béatrice Rivas, ma voisine depuis 40 ans, ancienne juge. Je lui ai tout raconté. « J'arrive à 8h, a-t-elle dit. « Tu fais ce qui est juste, Léo. Je suis fier de toi. » Puis j'ai appelé la police pour parler à l'inspecteur Daniel Munoz de notre église. « Tu es en sécurité ?»« Il dort. Je suis en sécurité. J'arrive à 8h avec 2 agents. Tiens bon, frère. » Enfin, j'ai appelé ma sœur Pilar à Paris. « Je le savais, a-t-elle dit. Quand je lui ai raconté, elle a pleuré. Je prends le premier train. À 8h précises, la sonnette a retenti. Ce son familier a résonné dans toute la maison, clair et définitif comme le glas d'une église. J'étais assis à ma place en bout de table, les mains posées calmement sur la nappe, le dos droit, malgré la douleur qui irradiait de mes vertèbres. Julien était déjà descendu. Il avait pris sa douche, j'avais entendu l'eau couler, et il portait un pantalon kaki froissé et un vieux polo. Ses cheveux étaient encore humides. Il s'était servi du café et avait commencé à manger, inconscient de ce qui l'attendait, confiant dans l'impunité que mon silence lui avait toujours garantie. Quand la sonnette a retenti, il a froncé les sourcils, agacé. « Qui c'est qui vient nous déranger à cette heure ?» J'ai simplement répondu « Des invités ? Je les ai invités. » Je me suis levé lentement et je suis allé ouvrir la porte. Sur le perron se tenaient 3 personnes. Madame Béatrice, impeccable dans son tailleur de lin couleur pêche, un collier de perles autour du cou, ses cheveux blancs coiffés en chignon impeccable. Son visage était sérieux, grave, celui d'une juge qui s'apprête à présider une audience importante. À côté d'elle, l'inspecteur Daniel Munoz en uniforme complet, la casquette à la main. Grand, l'air sévère, le visage fermé. Et derrière eux, 2 jeunes agents en uniforme, le regard professionnel et neutre. La loi incarnée sur mon perron. « Bonjour Léo » a dit Madame Béatrice en regardant mon visage blessé. Son regard s'est attardé sur ma lèvre fendue, sur le bleu autour de mon œil. J'ai vu une lueur de colère traverser ses yeux, mais elle s'est contrôlée immédiatement. « Bonjour Béatrice, inspecteur. Entrez, le café est servi. » Ils sont entrés dans la maison en silence. Leurs pas résonnaient sur le parquet du couloir. Quand nous sommes arrivés dans la salle à manger, Julien s'est levé brusquement, agacé par ce qu'il pensait être une intrusion. Mais quand il a vu qui entrait, quand il a vu l'uniforme de l'inspecteur, quand il a vu le regard de Madame Béatrice, son visage s'est décomposé. L'arrogance s'est évaporée comme de l'eau sur une plaque chaude. Il est passé de l'agacement à la confusion, puis de la confusion à une panique totale. Ses yeux allaient de moi à eux, d'eux à moi, cherchant une explication, cherchant une sortie. Le petit pain qu'il tenait dans sa main tremblante lui est tombé des doigts et s'est brisé sur le sol en 1000 miettes. Ce petit bruit, ce froissement pathétique de la pâte qui s'écrase, a marqué la fin de son règne de terreur dans cette maison. Madame Béatrice n'a pas pris la chaise que j'avais préparée pour elle à ma droite. Non. Avec une autorité tranquille qui n'appartenait qu'à elle, elle a marché jusqu'au bout de la table, vers la chaise qui faisait face à la mienne. La place d'honneur. La place du chef de famille. Elle a tiré la chaise avec un mouvement élégant. Le bois a crissé sur le carrelage. Elle s'est assise, a ajusté sa veste, a posé son sac à main à côté d'elle et seulement après, elle a regardé Julien. Ce n'était pas un regard de colère. C'était pire. C'était le regard d'une juge qui a déjà vu tous les dossiers et qui a déjà pris sa décision. « Julien » a-t-elle commencé d'une voix calme, mais qui remplissait toute la pièce. « Je me souviens de toi quand tu étais enfant. Tu venais courir jusqu'à ma grille avec un pissenlit dans la main. Tante Béatrice, une fleur pour vous, tu disais. Tu étais si polie, si gentille. » Elle a marqué une pause, a pris sa tasse de café et en a bu une gorgée.
Je me souviens de toi portant mes sacs du marché, même s'ils pesaient plus lourds que toi. Laissez-moi faire, tante Béatrice. Ne vous fatiguez pas, tu disais toujours. Ta mère était si fière de toi. Ton père aussi. Chaque mot était comme un coup de marteau sur un clou. La description de l'homme qu'il aurait dû être, comparé à ce qu'il était devenu. Où est cet homme, Julien? Où est ce petit garçon que nous avons tous aimé? Julien a ouvert la bouche pour répondre. Tante Béatrice, c'est juste un malentendu familial. Papa et moi, nous nous sommes disputés, mais... Elle l'a coupé d'un geste de la main. Un malentendu familial? Regarde le visage de ton père, Julien. Regarde-le bien. Cette lèvre ouverte, ce bleu sous l'œil. Ça te semble être un malentendu? Il a baissé les yeux vers le sol, incapable de soutenir son regard. Non, a-t-elle dit avec une voix maintenant tranchante comme une lame. Cela a un nom très précis, et nous savons tous les deux quel est ce nom. C'était le signal pour l'inspecteur Daniel. Il s'est avancé, a sorti un petit carnet de sa poche et l'a ouvert. Son visage était professionnel, dur. Il n'y avait plus rien du frère Daniel de l'église. C'était l'inspecteur Munoz qui parlait maintenant. « Julien Torres », a-t-il commencé d'une voix neutre mais ferme. « Au cours des 6 derniers mois, nous avons reçu plusieurs plaintes de voisins concernant cette adresse. Musique trop forte à des heures indues, cris, disputes violentes, objets brisés. » Il a tourné une page de son carnet. « Nous avons également un rapport d'incident au bar Le Chien Salé, il y a 3 semaines. Tu as été impliqué dans une bagarre. Tu es parti avec un simple avertissement, mais c'est dans ton dossier maintenant. » Julien a pâli davantage. Il ne savait pas que tout cela était enregistré. « Et ce matin, » a continué Daniel en refermant son carnet, « à 4h37 précisément, j'ai reçu un appel téléphonique. Une dénonciation pour agression domestique à cette adresse. La victime, Léo Torres, ton père. L'agresseur, toi. » Je me suis levé. Tous les regards se sont tournés vers moi. Malgré la douleur dans mon dos, malgré ma lèvre qui palpitait, je me suis tenu droit. J'ai regardé mon fils, cet homme enfant effrayé de l'autre côté de la table, et les mots que j'avais gardés en moi pendant 2 ans ont enfin trouvé leur chemin vers la lumière. « Julien, je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Je ne les ai pas appelés par haine. Je ne t'ai pas dénoncé par vengeance. Je les ai appelés parce que je t'aime. Parce que l'amour véritable ne consiste pas à tout accepter en silence. » Les larmes ont commencé à couler sur mes joues. Je les ai laissées couler. Affaire de famille? Très bien, parlons de famille alors. Famille, c'est ta mère Rosa qui se levait à 5 heures du matin pour aller travailler au port. Famille, c'est ses mains pleines de cales, son dos cassé par les années de travail dur pour que tu ne manques de rien. Famille, c'est moi qui ai cousu, nettoyé, porté des sacs, fait des petits boulots pour payer tes études universitaires. Famille, c'est tous ces sacrifices que nous avons faits pour toi. Et toi, qu'as-tu fait de cette famille? Tu as pris notre amour, notre sacrifice, et tu as craché dessus. Tu as transformé ta frustration, ton échec, ton incapacité à affronter la vie en arme. Et tu as pointé cette arme sur moi. Ma voix s'est brisée, mais j'ai continué. Nuit après nuit, Julien, je priais. Mais mes prières ont changé. Avant, je priais pour ton avenir, pour ta sécurité. Maintenant, je prie pour que tu rentres et que tu ailles directement te coucher. Je prie pour que tu ne me parles pas. Je prie pour être invisible dans ma propre maison. Tu as transformé mon foyer en prison. Julien a commencé à pleurer. Papa, je ne voulais pas te faire mal. J'ai trop bu. J'ai perdu la tête. Ça ne se reproduira plus. Je te le jure par Dieu. Je te le jure. Non, ai-je dit fermement. N'invoque pas le nom de Dieu dans cette maison. Pas aujourd'hui. Combien de fois t'ai-je entendu dire « ça ne se reproduira plus » ? Combien de matins de gueule de bois où tu pleurais et demandais pardon. Et moi, comme un imbécile, je te pardonnais. Je nettoyais tes dégâts. Je mentais aux voisins. Je cachais mes larmes. Je me suis penché sur la table. Et tu sais ce que mon pardon t'a donné? La permission. Mon silence et mon pardon t'ont dit qu'il était acceptable de crier, de casser, d'humilier. Et hier soir, ils t'ont dit qu'il était acceptable de me frapper. L'inspecteur Daniel a fait un signe de tête aux 2 jeunes agents. Ils se sont avancés avec un synchronisme parfait
professionnel, implacable. Julien Torres, a dit Daniel d'une voix officielle, lève-toi s'il te plaît et mets tes mains derrière ton dos. Le visage de Julien s'est décomposé complètement. Non, non, tu ne peux pas être sérieux. Daniel, s'il te plaît, tu me connais depuis que je suis enfant. Tu vas vraiment m'arrêter dans ma maison devant mon père? C'est précisément à cause de ton père que je t'arrête, a répondu Daniel sans ciller. Et parce que la loi m'y oblige, ne rend pas les choses plus difficiles. Julien a repoussé sa chaise violemment. Non, ne me touchez pas, c'est absurde. C'est une affaire de famille. Papa, dis-leur. Dis-leur que tu ne veux pas porter plainte. Tous les regards se sont tournés vers moi. C'était le moment de vérité. La dernière porte de sortie. Par un instant, mon cœur de père a vacillé. Voir mon fils ainsi, acculé, désespéré, me faisait plus mal que tous les coups qu'il m'avait donnés. Mais j'ai regardé mes mains tremblantes. J'ai touché ma lèvre fendue. J'ai pensé à toutes ces nuits de peur. Et j'ai trouvé ma réponse. J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire, Julien. Je ne mentirai plus jamais pour toi. Ces mots ont été la signature au bas de la sentence. Son visage s'est effondré. La colère a laissé place à un désespoir total. Les agents l'ont pris par les bras avec professionnalisme et fermeté. « S'il te plaît », a-t-il murmuré. « Papa, ne fais pas ça. » Le claquement métallique des menottes résonnant dans le silence de la salle à manger. Ce son sec, définitif, était le son de ma liberté retrouvée et de son effondrement à lui. Daniel lui a lu ses droits d'une voix monotone et professionnelle. Le droit à un avocat. Le droit de garder le silence. Pendant qu'il l'emmenait hors de la salle à manger, il est passé juste à côté de moi. Il s'est arrêté et a levé la tête pour me regarder. Son visage était mouillé de larmes. J'ai pensé qu'il allait demander pardon. Mais non. « Tu vas le regretter, papa », a-t-il dit avec un filet de voix empoisonnée. « Tu vas rester seul dans cette vieille maison avec tes bibelots et tes souvenirs, et tu vas le regretter amèrement. » C'était sa dernière tentative pour me faire peur. Mais la peur en moi était morte cette nuit-là, dans cette cuisine, quand j'avais décidé que ça suffirait. Je l'ai regardé sans ciller. Peut-être qu'un jour, j'aurai du chagrin que nous en soyons arrivés là. Peut-être que je regretterai que notre relation se soit brisée ainsi. Mais jamais, tu m'entends, jamais je ne regretterai d'avoir choisi ma propre vie aujourd'hui. L'inspecteur a tiré doucement sur son bras, et ils ont continué vers la sortie. J'ai écouté leurs pas traverser le couloir, descendre les marches du perron. J'ai entendu les voisins ouvrir leurs fenêtres, les murmures étouffés. J'ai entendu la portière de la voiture de police claquer. Puis le moteur qui démarrait et s'éloignait progressivement. Et puis, le silence. Un silence différent. Pas le silence lourd et menaçant de cette nuit terrible. Un silence léger, douloureux, oui. Triste, certainement, mais propre. Le silence d'une maison sans peur. Le silence de la liberté. Je suis resté debout dans l'entrée de la salle à manger pendant un long moment. Je ne sais pas combien de temps exactement. Le temps n'avait plus vraiment d'importance. L'adrénaline qui m'avait tenu éveillé toute la nuit, qui m'avait donné la force de faire face à mon fils, commençait à se retirer de mon corps comme une marée qui descend. Mes jambes se sont mises à trembler. Mes genoux ont commencé à se plier. Avant que je ne m'effondre complètement sur le sol, j'ai senti une main ferme mais douce sur mon bras. C'était Madame Béatrice. Un des jeunes agents a rapidement apporté une chaise. « C'est fini, Léo », a-t-elle dit doucement, pour la première fois de la matinée, avec une voix qui n'était plus celle d'une juge, mais celle d'une amie. « C'est terminé. Tu peux respirer maintenant. » Et c'est à ce moment-là, assis dans ma propre salle à manger, qui sentait encore le café et les petits pains frais, avec ma meilleure amie à mes côtés, que je me suis permis de m'effondrer. Je me suis couvert le visage avec mes mains tremblantes et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour la perte de mon fils, pour la honte qui allait suivre, pour la douleur physique et émotionnelle. J'ai pleuré pour le petit garçon qu'il avait été et pour l'homme qu'il n'était jamais devenu. J'ai pleuré pour la solitude que je savais qui m'attendait. Et j'ai pleuré aussi, étrangement, paradoxalement, de soulagement. Le soulagement terrifiant d'être enfin libre. 1 an a passé depuis ce matin terrible et libérateur. 365 jours pendant lesquels j'ai dû apprendre à vivre à nouveau.
à marcher sans peur dans ma propre maison, à dormir sans sursauter au moindre bruit, à me reconstruire pierre par pierre. Les premiers jours ont été les plus difficiles. La maison me semblait immense, vide, pleine d'échos. Chaque craquement du parquet me faisait lever la tête, attendant inconsciemment d'entendre ses pas. Le silence que j'avais tant désiré me pesait maintenant comme une couverture trop lourde. Madame Béatrice et ma sœur Pilar sont devenues ma petite armée de sauvetage. Béatrice venait tous les matins prendre le café avec moi. Elle ne me laissait pas m'enfoncer dans la solitude. Pilar, qui a pris un congé sans solde de son travail à Paris, est restée avec moi pendant 3 semaines. Elle a recollé les morceaux du vase de grand-mère. Mais tu sais, m'a-t-elle dit en plaçant le dernier fragment, certaines choses, quand elles se brisent, ne redeviennent jamais tout à fait pareilles. Elle ne parlait pas seulement du vase, elle parlait de nous, de moi, de Julien, de notre famille brisée. J'ai commencé une thérapie avec la docteure Simone Duhart, une psychologue recommandée par le pasteur Miguel. Au début, je ne pouvais même pas parler. La honte me paralysait. Comment avouer qu'on a été battu par son propre fils? Comment dire à voix haute qu'on a eu peur dans sa propre maison? Mais semaine après semaine, mot après mot, j'ai commencé à guérir. Pas complètement. On ne guérit jamais complètement de certaines blessures, mais suffisamment pour recommencer à vivre. Julien a passé 3 semaines en détention provisoire en attendant son procès. Le juge, prenant en compte son dossier et les témoignages, l'a condamné à 6 mois dans un centre de réhabilitation avec obligation de suivre un programme de sevrage alcoolique et de gestion de la colère, suivi d'1 an de liberté surveillée. C'est pendant sa 3e semaine en prison qu'il m'a écrit. Une lettre manuscrite sur du papier réglementaire. Ces mots tremblaient sur la page. Il ne demandait pas pardon. Il savait que ce mot ne suffirait jamais. Mais pour la première fois, il reconnaissait ce qu'il avait fait. Il voyait l'homme qu'il était devenu, et il en avait honte. « Tu m'as arrêté en plein vol », écrivait-il. « Tu as appuyé sur le bouton d'urgence parce que l'avion s'écrasait et que j'étais trop occupé à me battre pour le voir. Tu m'as peut-être sauvé la vie, papa. » Ces mots m'ont fait pleurer. Pas de tristesse cette fois, mais d'espoir. Un espoir fragile, prudent, mais réel. Maintenant, nous nous voyons toutes les 2 semaines. Toujours le même jour, le samedi après-midi. Toujours au même endroit, le café de la place, à mi-chemin entre sa nouvelle vie et la mienne. Toujours à la même table, celle près de la fenêtre qui donne sur la fontaine. Il commande toujours un café noir, sans sucre. « Je bois mon café amer maintenant », m'a-t-il dit la première fois. Ça me rappelle que la vie n'est pas toujours douce et que c'est normal. Moi, je prends un thé au citron. Et nous partageons une part de tarte aux pommes. Toujours la même. C'est notre rituel. Nous parlons de choses simples. De son travail au supermarché où il met les courses en sac. Ce n'est pas glamour, dit-il, mais c'est honnête. De mon jardin où j'ai planté de nouvelles roses cette année. Du temps qu'il fait. Des saisons qui passent. Du passé, nous parlons peu. C'est trop douloureux encore. Mais de l'avenir, nous osons parfois rêver. Prudemment. Un mot à la fois. Notre relation n'est pas celle d'avant. Elle ne le sera jamais. L'intimité aveugle de père et fils, cette confiance absolue, est partie. Peut-être pour toujours. À sa place a grandi quelque chose de nouveau, de différent. Un respect prudent. Un amour avec des frontières claires. Une tendresse qui sait dire non. C'est une relation plus triste peut-être. Plus fragile. Plus consciente de sa propre fragilité. Mais elle est sûre. Et aujourd'hui, pour moi, la sécurité vaut plus que tout le reste. Maintenant, alors que j'écris ces lignes, assis sur mon perron par une belle après-midi d'automne, sentant la brise fraîche qui vient du port, je ressens enfin quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. La maison est calme. Mais ce n'est plus le silence tendu d'autrefois, celui chargé de menaces non dites. C'est un bon silence. Un silence choisi. Mon silence. Mon fils est vivant. Il est sobre depuis 11 mois maintenant. Il va à ses réunions des alcooliques anonymes 3 fois par semaine. Il continue sa thérapie. Il travaille. Il reconstruit sa vie, brique par brique.
À 42 ans, il commence enfin à devenir l'homme qu'il aurait dû être à 20 ans. Il a fallu un acte terrible pour en arriver là. Une violence inacceptable, une rupture douloureuse, une nuit de courage et un matin de justice. Mais nous y sommes arrivés. Nous avons survécu. Lui à sa chute, moi à ses coups. J'ai appris une vérité fondamentale cette nuit-là, dans ma cuisine ensanglantée. L'amour d'un père ne consiste pas à tout accepter en silence. L'amour véritable consiste parfois à tracer une ligne claire dans le sable et à dire « même si ça fait mal, même si ça brise quelque chose, je t'aime, mais je m'aime aussi. Et par ici, tu ne passes pas. » J'ai aussi appris que la famille n'est pas seulement celle du sang, c'est celle qui se tient à vos côtés quand tout s'effondre. Madame Béatrice, qui est venue à 8 heures du matin être mon juge et ma force. Pilar, qui a traversé la France pour ramasser les morceaux avec moi. L'inspecteur Daniel, qui a fait son devoir même si c'était douloureux. Ces gens-là sont ma vraie famille. Celle qui ne frappe pas. Celle qui ne détruit pas. Celle qui construit. Le vieux vase de grand-mère est toujours sur la commode de l'entrée. On voit les lignes de colle dorées où Pilar l'a recollé. Il n'est plus parfait, mais il tient debout, comme moi. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.